Alors, d'abord, lorsqu'on parle de démocratie, on parle d'un système dans lequel la souveraineté est attribuée. C'est mieux? Merci. On parle... Non, il y a... Oui, donc, on parle d'un système dans lequel la souveraineté est attribuée aux citoyens. Et actuellement, nous vivons en France une démocratie parlementaire ou représentative dans laquelle les citoyens ont désigné ou ont élu des représentants pour exercer les pouvoirs pour leur compte et ainsi administrer la cité. Merci. Or, il se trouve que notre démocratie représentative subit une double pression actuellement. Une pression par le haut parce qu'elle subit la puissance économique et l'influence des géants du numérique et de l'Internet, Google, Apple, Facebook, Amazon, qui impactent les débats publics, qui impactent aussi les opinions, les modes de vie des citoyens contemporains. Et ces géants outrepassent les frontières, les autorités nationales mettent à jour au moins deux choses. Premièrement, la relative inefficacité des autorités politiques et aussi une plus grande et plus fréquente capacité de critique des citoyens face aux gouvernants. Donc ça, c'est une pression par le haut, une pression par le bas parce que les citoyens n'acceptent plus de déléguer leur pouvoir sans avoir la possibilité de s'exprimer. Et donc, la démocratie participative désigne l'ensemble des dispositifs et des procédures qui permettent d'augmenter l'implication des citoyens dans la vie politique et d'accroître leur rôle dans les prises de décision. Alors, elle trouve son fondement dans les lacunes de la démocratie représentative actuelle, donc notamment le fait que les élus sont de moins en moins représentatifs de la diversité de la société, leur éloignement souvent du terrain, le sentiment des citoyens de ne pas être compris, de ne pas être écoutés, et donc leur méfiance, la faiblesse des contre-pouvoirs, l'augmentation galopante de l'abstention. Donc en fait aujourd'hui le constat c'est celui que la représentation politique couplée à l'administration bureaucratique sont incapables de résoudre convenablement les problèmes complexes relatifs aussi bien aux enjeux sociaux qu'aux enjeux techniques, économiques ou environnementaux des sociétés contemporaines. Donc l'idée de participation se présente comme une alternative politique pour revitaliser les démocraties contemporaines et apporter une réponse à leur dysfonctionnement. Pour autant, encore aujourd'hui, beaucoup la considèrent comme une arlésienne, mais c'est parce que sous ce vocable-là, sous cette bonne intention, on retrouve plusieurs niveaux d'implication du citoyen. Alors, il y a notamment deux grands types de modes d'implication. Les implications institutionnalisées, il y a des dispositifs d'information, de consultation qui sont même parfois écrits dans la loi. Et dans ce premier cas, la démocratie est renforcée grâce au gouvernement par la discussion, voire même des processus de délibération citoyenne, ils existent. Et puis il y a des initiatives plus informelles de la société civile à travers des pétitions, des actions en justice, des sondages délibératifs. Et dans ce second cas, la participation favorise un engagement politique et le pouvoir d'agir des citoyens. Donc c'est ce que les anglo-saxons appellent l'empowerment. Mais le véritable enjeu, et là je vais en venir aux choses qui, à mon avis, doivent être vraiment prises en compte si on veut véritablement mettre en œuvre une vraie démocratie participative, le véritable enjeu, donc à mon avis, sans lequel la démocratie participative n'a pas le sens d'un changement de paradigme, c'est celui de la gouvernance citoyenne. J'entends par là l'enjeu d'une implication du citoyen à trois niveaux. D'abord la définition du problème, le choix de la direction et donc la définition des solutions, et puis la mise en place des solutions. Et donc si on parle de ces trois niveaux, il y a un certain nombre de critères et d'indicateurs auxquels, qui devraient guider et vous intéresser dans la mise en place d'une démocratie participative. D'abord la portée de la participation, qui participe, quel est le niveau de pouvoir qui est donné à ce participant.
l'intensité de la participation, quelle nature, la fréquence de l'implication, le niveau, la quantité d'informations qui est donnée, la durée de la participation, et puis le niveau de consensus entre les participants et donc le résultat, puisque le résultat va se mesurer à travers l'écart entre ce qui avait été exprimé au départ et ce qui est mis en œuvre. Et a priori, si véritablement on a une démocratie participative, on peut imaginer que toutes les parties prenantes devraient sortir un peu frustrées de la participation, puisque le consensus ne saurait satisfaire pleinement aucun d'entre eux. Donc voilà, donc afin d'arriver à ces 3 niveaux que suggère une véritable gouvernance citoyenne, il y a 2 obstacles importants à surmonter. Le premier, c'est le fait de ne pas limiter la portée des sujets soumis à la participation. Il faut que les participants exercent une réelle influence sur le résultat. Il faut aussi pour cela des moyens d'action. Et puis le deuxième obstacle, c'est celui de la motivation, parce que bien souvent nos citoyens nous disent mais participer, pourquoi faire? Alors c'est sûr que si on a dépassé le premier, il y aura une première réponse aussi. Mais en réalité, dépasser l'obstacle de la motivation, c'est aussi se placer au cœur des problématiques des citoyens. C'est à la fois au cœur de ses peurs, et puis aussi, c'est aussi agir sur tous les éléments qui sont les moteurs de la motivation, c'est-à-dire le civisme, la sociabilité, l'enrichissement cognitif et l'intérêt personnel. Donc il faut que chacun de ces aspects-là puisse être satisfait par les sujets qui sont donnés à consultation, et il faut naturellement favoriser l'éducation et la formation citoyenne. Donc, une fois que ce cadre-là est posé, peut-être rapidement des exemples, et puis après on pourra en discuter, je ne vais pas les étaler de façon large. D'abord, une expérience que j'ai trouvée intéressante, puisque les dernières années, j'ai passé un certain temps à Montréal, et à Montréal, il y a un mode de participation qui fonctionne de façon très opérante. Il est né de la volonté d'associations et d'habitants de se retrouver autour de la table, là où les décisions étaient prises, pour croiser et pour amener leur analyse des problématiques de quartier. Et donc aujourd'hui, il existe, alors ça s'appelle les tables de quartier. Et aujourd'hui, il existe à Montréal une trentaine de tables. Les plus anciennes ont déjà vu passer 4 générations de citoyens. Elles sont aujourd'hui des interlocuteurs privilégiés des mairies d'arrondissement, et en fait elles ont une grande autonomie. Les tables de quartier font vivre la participation citoyenne de façon stable et permanente. Elles se réunissent régulièrement, et puis surtout elles sont un élément important de concertation à l'échelle municipale. Elles sont responsables de secteurs aussi importants que le développement social local, la lutte contre la pauvreté, l'accès au logement, l'intégration des migrants, les jeunes, les aînés, la mobilisation environnementale. Elles interviennent aussi, elles se saisissent de projets d'aménagement du territoire, du quartier ou de la ville. Leurs membres sont souvent des représentants d'associations de quartier. Ils jouent leur rôle d'animateurs tout le long de la participation à partir d'un diagnostic de quartier, et donc il y a véritablement une démarche participative pour mobiliser les habitants. Mais vous avez vu sur les thématiques auxquelles elles s'intéressent, je disais tout à l'heure qu'il faut être capable de se placer au cœur des préoccupations. Elles répondent à travers ces questions-là aux préoccupations premières des habitants des quartiers. Elles reçoivent des financements de la ville, mais ce ne sont pas les plus importants de leur financement, donc elles sont financées. Elles reçoivent aussi des financements du réseau montréalais de la santé, et puis surtout d'une fondation qui a été mise en œuvre pour les financer. C'est une fondation, une organisation philanthropique d'aide du Grand Montréal. Et cela permet que chaque table de quartier ait un animateur. Donc ces fonds-là permettent de financer un animateur qui assure la coordination et qui est en charge de chercher d'autres financements, puisque c'est un travail en termes de projet.